Vous n'avez plus rien à faire ici, Elara. » Ces mots, prononcés d'une voix aussi tranchante qu'un rasoir, résonnent encore dans l'air lourd de l'entrée monumentale du manoir de Blackwood. Devant les grilles massives en fer forgé, Elara Vance se tient immobile, la silhouette drapée dans un noir de jais qui semble absorber la faible clarté de cette fin d'après-midi. À ses pieds, une unique malle en bois craquelé, dont les charnières gémissent sous le poids de ses maigres souvenirs, constitue désormais tout son univers. Derrière les barreaux qui se referment avec un fracas métallique définitif, Lord Silas Vance ne lui accorde pas un dernier regard. Son visage, que l'on dirait taillé dans le silex le plus dur du Yorkshire, est un masque d'indifférence cruelle. Il vient de briser sa vie d'un simple revers de main, orchestrant avec une précision chirurgicale la spoliation de ses droits, prétextant une irrégularité dans son mariage avec son fils défunt. C'est une scène d'une violence muette. Le monde d'Elara s'est effondré en l'espace d'une signature au bas d'un acte notarié frauduleux. Dans cette société victorienne où la lignée et la fortune font la loi, une veuve sans héritier mâle n'est qu'une ombre, un obstacle encombrant sur le chemin de l'ambition. Le notaire, un homme aux doigts tachés d'encre et à la conscience aussi sombre que son habit, a scellé son destin pour quelques pièces d'or. Personne ne viendra à son secours, ni les magistrats locaux qui dînent à la table de Silas, ni les commères de la paroisse qui détournent déjà le regard lorsqu'elles croisent leur chemin. L'injustice est flagrante, mais elle est légale. Et dans l'immensité de ce domaine qui aurait dû être le sien, Elara se sent soudain minuscule, écrasée par le poids d'un système conçu pour broyer les plus vulnérables. Mais avant que nous ne plongions plus profondément dans le mystère qui entoure cette spoliation et les ruines qui attendent Elara, j'aimerais vous poser une question. Que feriez-vous si, du jour au lendemain, on vous arrachait tout ce que vous possédez, vous laissant seul face à une lande sauvage? Dites-le-moi dans les commentaires, et si ce récit de résilience et de vérité vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce qu'Elara va découvrir dans la poussière de son exil changera non seulement sa vie, mais l'histoire entière de cette vallée. Le voyage vers son nouvel héritage commence sous une pluie fine et persistante, qui sature l'air d'une humidité pénétrante. Escortée par le mépris silencieux des domestiques de son beau-père, Elara quitte les terres fertiles de Blackwood pour s'enfoncer là où la civilisation semble s'essouffler. Le paysage change. Les jardins entretenus laissent place à une lande indomptée, parsemée de bruyères sombres et de rochers affleurants. C'est ici, aux confins du monde connu, que se dresse la ferme des Corneilles. Ce n'est plus qu'une carcasse de pierre dévorée par le lierre, une silhouette fantomatique dont le toit s'est partiellement effondré sous le poids des années d'abandon. Pour Silas Vance, ce don n'est rien d'autre qu'un arrêt de mort déguisé en geste de charité. Il l'envoie mourir de faim et de désespoir dans un lieu que les villageois disent maudit, hanté par le souvenir du frère cadet de Silas, disparu ici même des décennies plus tôt, dans des circonstances restées troubles. Elara pousse la porte qui gémit sur ses gonds rouillés. L'odeur de la terre humide et du bois pourri l'accueille. Il n'y a ni feu dans l'âtre, ni lumière aux fenêtres dont les vitres ont été brisées depuis longtemps. Pourtant, au milieu de ce désastre, elle ne pleure pas. Ses mains, bien que tremblantes, serrent fermement la clé immense et oxydée. Quelque chose en elle, une flamme de dignité que Silas n'a pas réussi à éteindre, refuse de céder. Elle s'assoit sur sa malle, seule au milieu des ruines, tandis que les Corneilles, perchées sur les poutres apparentes, l'observent de leurs yeux d'onyx. Elles semblent être les seuls témoins de son arrivée, les gardiennes d'un sanctuaire oublié que le temps a choisi de préserver de la convoitise des hommes. À quelques milles de là, dans le village qui somnole sous le brouillard, vit un homme dont l'âme est aussi marquée que ses mains de chirurgien. Gabriel Thorne, le médecin de campagne, termine sa journée dans le silence de son cabinet. À 40 ans, Gabriel porte sur ses épaules le poids de souvenirs qu'il tente d'étouffer dans le travail et l'isolement. Ancien médecin militaire, il est revenu de la guerre de Crimée avec une jambe qui le fait souffrir les jours de pluie et un cœur qui semble avoir perdu toute foi en l'humanité. Il a vu trop de jeunes hommes mourir dans la boue des tranchées, trop d'injustices commises au nom de la gloire. Pour lui, l'Église n'est qu'un décor pour les puissants et la justice des hommes, un mirage. Il est l'archétype de l'homme brisé, vivant dans une solitude volontaire.
ne sortant de sa torpeur que pour soigner les pauvres du village qui n'ont rien d'autre à lui offrir que leur gratitude silencieuse. Le destin, ou peut-être la simple curiosité d'un homme qui ne trouve plus le sommeil, pousse Gabriel vers la lande ce soir-là. On lui a rapporté qu'une silhouette noire avait été vue s'introduisant dans la vieille ferme abandonnée. Pensant trouver un vagabond en quête d'un abri, il se rend sur place, sa sacoche de cuir à la main. Lorsqu'il franchit le seuil de la ferme des Corneilles, il s'attend à tout, sauf à ce qu'il découvre. Elara est là, agenouillée sur le sol poussiéreux, tentant de dégager un coin de la pièce avec un vieux balai de bruyère. Elle est tremblante, ses vêtements sont trempés, mais son regard, lorsqu'il rencontre celui du médecin, n'implore pas la pitié. C'est un regard de défi, une reconnaissance muette entre deux parias. « Vous ne devriez pas être ici, madame », dit Gabriel d'une voix sourde, marquée par des années de tabac et de lassitude. « Ce lieu n'est plus habitable. La charpente menace de s'écrouler à chaque coup de vent. » Elara se redresse, ajustant son voile de deuil qui commence à s'effilocher sur les bords. « C'est pourtant tout ce qu'il me reste, docteur. Et si les pierres doivent tomber, elles tomberont sur une femme qui possède au moins son propre toit, aussi précaire soit-il. » Il y a dans sa voix une force qui surprend Gabriel. Il a soigné des soldats mourants qui avaient moins de courage dans leurs derniers instants. Sans un mot de plus, il s'approche et examine l'état de la pièce. Il voit la malle, le manque de feu, l'humidité qui suinte des murs. Quelque chose se réveille en lui, une étincelle d'humanité qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Ce n'est pas de la charité chrétienne, c'est une solidarité instinctive entre ceux que la vie a malmenés. Il l'aide à allumer un petit feu avec quelques branches sèches trouvées dans un coin, et pendant un moment, le crépitement des flammes est le seul son qui brise le silence de la lande. Les jours suivants, une routine étrange s'installe. Elara entreprend de nettoyer les ruines, pierre par pierre, tandis que Gabriel passe régulièrement lui apporter quelques provisions et des conseils sur la manière de colmater les brèches les plus dangereuses. La rumeur se propage rapidement au village. La veuve Vance est devenue folle. Elle vit parmi les spectres et les oiseaux de mauvais augure. Lord Silas, dans son manoir, sourit en entendant ces récits. Pour lui, tout se déroule selon son plan. Le discrédit social est une prison tout aussi efficace que les barreaux de fer. Il attend simplement que l'humidité et le manque de nourriture finissent le travail qu'il a commencé. Mais Elara découvre bientôt quelque chose qui va ébranler les fondations mêmes du pouvoir des Vance. Un soir, alors qu'elle tente de stabiliser une latte de plancher pourrie près de l'âtre, ses doigts rencontrent une résistance inhabituelle. Sous le bois noirci par le temps et l'humidité, elle découvre une petite cavité creusée dans la pierre. À l'intérieur repose un objet enveloppé dans un morceau de velours moisi. Le cœur battant, elle dégage un médaillon en argent terni par les décennies, mais dont la facture est d'une finesse remarquable. En l'ouvrant, elle ne trouve pas de portrait, mais un petit parchemin jauni, plié avec un soin extrême. Les caractères sont serrés, écrits d'une main tremblante mais décidée. C'est une confession, celle du frère de Silas, datée de quelques jours avant sa mort suspecte. Les mots qui s'étalent sous les yeux d'Elara sont une déflagration. Il parle de terres communales volées aux paysans par la ruse et la violence, de titres de propriété falsifiés et surtout d'un crime de sang. Silas n'est pas seulement un usurpateur, il est le gardien d'un secret qui, s'il était révélé, anéantirait sa réputation et le conduirait droit à l'échafaud. Le document mentionne également un testament caché, une version antérieure à celle que Silas a utilisée pour s'emparer du domaine, prouvant qu'Elara est la seule et unique héritière légitime de bien plus que cette ferme en ruine. Elle reste assise là, le médaillon serré contre son cœur tandis que les corneilles s'agitent au-dessus d'elle. Elle réalise alors que son exil n'est pas une fin, mais une opportunité. Silas a fait l'erreur de la laisser vivante dans le seul endroit au monde où la vérité était encore enfouie. La ferme des Corneilles n'est plus une prison, elle est devenue son arsenal. Cependant, le danger est immense. Silas a des yeux et des oreilles partout. S'il apprend l'existence de ce médaillon, il ne se contentera plus de la chasser. Il s'assurera qu'elle ne puisse plus jamais parler. Le lendemain, lorsque Gabriel arrive pour sa visite habituelle, il remarque immédiatement le changement. Elara n'a plus le visage d'une victime résignée. Elle se tient droite, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle lui montre le médaillon, partageant avec lui le secret qui pourrait tout changer. Gabriel, l'homme qui ne croyait plus en rien,
sent un frisson parcourir son échine. Il réalise que le destin vient de lui offrir une chance de rachat. Sauver Elara, c'est peut-être aussi sauver son propre honneur, celui qu'il a laissé sur les champs de bataille de Crimée. « Vous vous attaquez à un monstre, Elara, » prévient-il, sa voix tremblante d'une émotion contenue. Silas Vance ne reculera devant rien. Il possède la loi, il possède l'argent et il possède le silence de cette vallée. « Il n'a pas mon silence, docteur, » répond-elle avec un calme glacial. « Et il n'a pas cette preuve. S'il veut la guerre, il l'aura. Mais cette fois, elle se fera sur mon terrain. » L'atmosphère dans la ferme semble se charger d'une électricité nouvelle. Le vent de la lande s'engouffre dans les ruines, mais il n'apporte plus seulement le froid. Il porte les murmures d'une justice qui attend son heure depuis trop longtemps. Dans l'ombre du manoir de Blackwood, Lord Silas commence à s'inquiéter. Pourquoi la veuve ne succombe-t-elle pas? Pourquoi le médecin maudit passe-t-il autant de temps dans ces ruines? La tension monte, les open loops de l'intrigue commencent à se serrer autour du cou des protagonistes, et dans le silence de la nuit, le cri des corneilles semble annoncer le début d'une tempête que rien ne pourra arrêter. La bataille pour la vérité ne fait que commencer, et dans cette lutte inégale, chaque mot, chaque regard, chaque secret déterré sera une arme. Elara Vance n'est plus la veuve éplorée qu'on a jetée à la rue. Elle est devenue la gardienne d'une vérité qui va embraser le Yorkshire. Mais Silas Vance n'a pas dit son dernier mot. Il prépare déjà sa riposte, utilisant les ombres de la loi et les faiblesses des hommes pour tenter d'étouffer cette voix qui s'élève depuis les ruines. La ferme des Corneilles s'apprête à devenir le théâtre d'un affrontement, dont l'issue déterminera si, dans ce monde de privilèges, une femme seule peut encore faire triompher la justice. Le silence de la lande n'est jamais vraiment total. Il est peuplé de craquements, de battements d'ailes et du murmure constant de l'humidité qui s'infiltre dans les pierres ancestrales de la ferme des Corneilles. Pour Elara, ce silence est devenu son seul confident. Chaque soir, à la lueur d'une unique bougie qui vacille dans les courants d'air, elle relit les mots tracés sur le parchemin caché dans le médaillon. Ces mots sont sa seule armure contre l'obscurité qui l'entoure, mais elle ignore encore que Lord Silas Vance a déjà commencé à tisser une toile bien plus serrée autour d'elle. Au manoir de Blackwood, l'inquiétude a laissé place à une malveillance active. Silas ne peut tolérer qu'une braise de résistance subsiste là où il avait ordonné le néant. L'attaque ne vient pas par la force brute, mais par la manipulation des âmes. Un matin, alors que le brouillard s'accroche encore aux bruyères, une silhouette austère apparaît sur le chemin de terre. C'est le révérend Miller, l'homme de foi de la paroisse, dont la soutane noire semble être faite de la même étoffe que le cœur de Silas. Il ne vient pas apporter de réconfort. Il vient observer, juger et condamner. Il regarde avec un dégoût non dissimulé l'état de la ferme, les mains tachées de suie d'Elara, et son refus obstiné de se soumettre. « Madame Vance », commence-t-il d'une voix mielleuse, qui cache un venin mortel, « votre situation inquiète grandement vos protecteurs. Vivre dans de telles conditions, entouré de ruines et d'oiseaux de mauvais augure. On murmure au village que le deuil a troublé votre esprit. On parle d'hystérie, de vision. Lord Silas, dans sa grande bonté, craint que vous ne soyez plus apte à veiller sur vous-même. » Elara sent un frisson de dégoût lui parcourir l'échine. Elle connaît ce langage. À l'époque victorienne, déclarer une femme hystérique ou mentalement instable est le moyen le plus efficace de la réduire au silence définitif, de l'enfermer dans un asile où sa voix ne sera plus qu'un écho perdu. « Ma raison se porte à merveille, monsieur le révérend, » répond-elle en se tenant droite. « Peut-être est-ce la vue de la vérité qui dérange Lord Silas, et non l'état de ma santé. » Mais le vicaire ne l'écoute pas. Il prend des notes mentales, observant chaque fissure dans le mur comme une preuve de la déchéance mentale de l'habitante. Avant de partir, il lance une dernière menace voilée. Le salut de l'âme passe parfois par la contrainte du corps. Réfléchissez-y, Elara. Une institution spécialisée serait bien plus confortable que ces pierres froides. Lorsque Gabriel Thorne arrive plus tard dans la journée, il trouve Elara prostrée devant l'âtre éteint. Pour la première fois, la peur a réussi à s'immiscer sous sa peau. Gabriel écoute le récit de la visite du vicaire, et ses mains se serrent sur sa canne jusqu'à en blanchir ses articulations. Il connaît trop bien ces asiles, ces mouroirs où l'on cache les épouses gênantes et les filles rebelles. En tant que médecin, il sait que son témoignage pourrait être crucial, mais il sait aussi que Silas a le pouvoir d'acheter 10 médecins moins scrupuleux que lui.
Ils essaient de vous transformer en spectre, avant même que vous ne soyez morte, murmure Gabriel, son regard se perdant dans les ombres de la pièce. C'est leur tactique préférée. Si vous n'existez plus aux yeux de la loi, vos découvertes n'existent pas non plus. Ce médaillon, il est votre vie, mais il est aussi votre arrêt de mort si nous ne jouons pas nos cartes avec une précision absolue. Dans le secret de ses pensées, Gabriel se bat contre ses propres démons. Pourquoi s'implique-t-il autant? Est-ce par amour pour la justice, ou est-ce parce qu'en sauvant Elara, il espère panser les plaies de son propre passé? Les images de la Crimée le hantent, les cris des blessés, l'impuissance face à l'absurdité du commandement, l'odeur de la poudre et du sang. Il a passé sa vie à voir des innocents être sacrifiés sur l'autel de l'ambition des grands de ce monde. Elara est sa chance de dire non. Pour la première fois depuis des années, il ne se contente pas de soigner des corps. Il veut soigner une injustice. « Gabriel » dit doucement Elara, utilisant son prénom pour la première fois, ce qui provoque un tressaillement chez le médecin. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous risquez votre position, votre réputation. Silas pourrait vous ruiner. » Il se tourne vers elle, et dans la pénombre, ses yeux fatigués brillent d'une intensité nouvelle. « Ma réputation est une coquille vide, Elara. Ma position n'est qu'un refuge pour un homme qui fuyait la vie. Mais ce que vous portez dans ce médaillon, c'est la vérité. Et j'ai découvert que sans vérité, la médecine n'est qu'un pansement sur une gangrène. Je ne vous laisserai pas devenir une ombre dans leurs archives. C'est à cet instant précis qu'un événement imprévu vient briser le fragile équilibre de leur attente. Un fracas retentit à l'extérieur, suivi par le martèlement de sabots sur le sol boueux. Silas Vance n'a pas attendu le rapport du vicaire. Il a décidé d'accélérer les choses. Une équipe d'ouvriers, escortée par le régisseur du domaine, commence à décharger des outils et des piquets de bois devant la ferme. Elara et Gabriel sortent sur le seuil. Le régisseur, un homme brutal aux ordres de Silas, déploie un document officiel. Par ordre de Lord Silas Vance, propriétaire légal de ces terres, la ferme des Corneilles est déclarée insalubre et dangereuse pour la sécurité publique. Elle sera démolie d'ici la fin de la semaine pour permettre l'ouverture d'une exploitation minière. L'exploitation minière, le projet que Silas préparait en secret. Le charbon, l'or noir de l'ère industrielle, dort sous les fondations de cette ferme. C'est pour cela qu'il a éliminé son frère, c'est pour cela qu'il a spolié Elara. Les ruines ne sont pas seulement un refuge, elles sont la porte d'entrée d'une fortune colossale que Silas refuse de partager. « Vous n'avez pas le droit », s'écrie Elara. « Cette ferme m'a été donnée comme héritage. » « Un héritage de complaisance, madame, sans acte de propriété enregistré, » ricane le régisseur. Lord Silas reprend ce qui lui appartient. Vous avez 3 jours pour quitter les lieux. Passé ce délai, nous raserons tout, avec ou sans vous, à l'intérieur. L'urgence devient alors une pression physique, un poids sur la poitrine d'Elara. Si la ferme est détruite, le secret sera enfoui sous des tonnes de gravats et de terre. Le temps presse. Avant de continuer, j'aimerais vous demander, croyez-vous qu'une seule preuve, aussi forte soit-elle, puisse renverser un homme aussi puissant qu'un lord anglais? Écrivez vérité dans les commentaires si vous pensez qu'Elara va réussir à s'en sortir. Votre soutien nous aide à porter ces histoires de courage jusqu'au bout. Gabriel comprend que le combat ne peut plus être mené localement. Le système ici est corrompu jusqu'à la racine. Il nous faut un allié que Silas ne peut pas acheter, dit-il en entraînant Elara à l'intérieur. Quelqu'un dont l'autorité dépasse celle d'un magistrat de comté. Je dois retourner à Londres. Londres? S'exclame Elara. Mais c'est à des jours de voyage, et Silas surveille les routes. J'ai d'anciennes connexions, explique Gabriel, son esprit travaillant à toute vitesse. Dans l'armée, j'ai servi sous les ordres d'un homme qui est aujourd'hui juge à la couronne, un homme d'une intégrité absolue qui déteste la corruption de l'aristocratie terrienne autant que moi. Si je peux lui apporter le médaillon et la confession, il pourra obtenir une injonction royale pour stopper les travaux et ouvrir une enquête officielle. Mais Gabriel ne peut pas emmener Elara. Le voyage serait trop dangereux pour elle, et sa disparition donnerait à Silas le prétexte idéal pour prétendre qu'elle s'est enfuie dans un accès de folie. Elle doit rester et tenir la ferme. Elle doit être le rempart physique contre les pioches des ouvriers. « Vous devez me confier le médaillon, Elara », dit Gabriel, sa voix grave et solennelle. Elle hésite un instant. Cet objet est sa seule preuve, son seul lien avec la justice.
Le donner, c'est remettre sa vie entre les mains de cet homme qu'elle connaît à peine, ce médecin brisé qui semble pourtant être le seul à voir sa véritable valeur. Elle regarde Gabriel dans les yeux, cherchant une trace d'hésitation, mais elle n'y trouve qu'une résolution d'acier. Elle détache la chaîne de son cou et la lui remet. « Ramenez la justice, Gabriel, pas seulement pour moi, mais pour celui qui a écrit ces mots avant de mourir. » Le départ de Gabriel laisse Elara dans une solitude encore plus oppressante. Les 2 jours qui suivent sont un calvaire de tension. Chaque bruit sur le chemin la fait sursauter. Les ouvriers de Silas rôdent autour de la propriété, marquant les arbres, mesurant le sol, l'observant avec une curiosité malsaine. Elle sent le filet se refermer. Le 3e jour, alors que le délai expire, Lord Silas lui-même fait son apparition. Il n'est plus l'homme distant des grilles du manoir. Il descend de sa calèche avec une arrogance victorieuse. Il s'approche d'Elara qui se tient sur le seuil de sa maison en ruine, le visage pâle mais le regard fixe. « Alors, ma chère Elara, avez-vous enfin compris l'inutilité de votre résistance ?» demande-t-il, un sourire cruel étirant ses lèvres fines. « Le médecin n'est plus là pour vous bercer d'illusions. Vous êtes seul, et demain, cet amas de pierres ne sera plus qu'un souvenir. J'ai déjà signé les contrats pour la mine. Votre petite tragédie personnelle ne pèse rien face au progrès industriel de cet empire. Le progrès ne peut pas se construire sur le sang et le vol, Lord Silas, répond-elle d'une voix qui ne tremble pas. Silas éclate d'un rire sec. Le monde est construit sur le sang des faibles, Elara. C'est une leçon que vous auriez dû apprendre plus tôt. Où est ce médaillon que vous avez trouvé? Oh, ne faites pas cette tête. Mes serviteurs m'ont dit que vous passiez vos journées à contempler un petit objet en argent. Donnez-le-moi, et je vous accorderai peut-être une petite pension pour vivre décemment loin d'ici. Elara comprend alors que Silas ignore que Gabriel est parti avec la preuve. Il pense qu'elle l'a encore sur elle. Elle doit gagner du temps. Elle doit le maintenir dans cette illusion jusqu'au retour de Gabriel. Le médaillon est en sécurité, Silas, bien plus en sécurité que vous ne le pensez. Le visage de Silas s'assombrit. La colère remplace l'arrogance. Nous verrons combien de temps dure votre bravoure lorsque les murs commenceront à tomber. Ouvriers, préparez le matériel pour demain dès l'aube. Et si madame refuse de sortir, abattez la structure quand même. On dira que c'était un accident dû à l'instabilité du bâtiment. Cette nuit-là, Elara ne dort pas. Elle ramasse les quelques objets qu'elle possède, mais elle refuse de quitter la ferme. Elle s'enferme à l'intérieur, barricadant la porte avec sa malle. Dehors, les corneilles s'agitent, leurs cris perçants déchirant l'obscurité. Elles semblent appeler à l'aide, ou peut-être annoncer l'arrivée de la faim. Loin de là, sur la route de Londres, Gabriel Thorne pousse son cheval jusqu'à l'épuisement. Il sait que chaque minute compte. Il serre le médaillon dans sa poche, sentant le métal froid contre sa jambe douloureuse. Il n'est plus seulement un médecin de campagne. Il est le messager d'une vérité qui a attendu 30 ans pour éclater. Il prie pour que son vieil ami soit encore à Londres, pour que la loi, pour une fois, soit du côté des justes. À la ferme des Corneilles, l'aube commence à poindre, teintant la lande d'un gris menaçant. Les ouvriers approchent avec leurs masses et leurs leviers. Silas Vance est là, observant la scène avec une impatience gourmande. Il croit avoir gagné. Il croit que le passé est enfin enterré. Mais il oublie que la terre du Yorkshire a la mémoire longue et que les ruines, parfois, ont le pouvoir de se redresser pour réclamer justice. Le tournant est proche. Le destin d'Elara et celui de la vallée tout entière sont sur le point de basculer. Le 3e jour est arrivé, et avec lui, le moment de vérité que personne n'avait vu venir. Le premier coup de masse résonne comme un coup de tonnerre dans le silence pétrifié de la lande. Elara, à l'intérieur de la ferme des Corneilles, sent les vibrations jusque dans ses os. La poussière des siècles se détache des poutres, créant un brouillard étouffant. Dehors, la foule s'est amassée. Ce n'est pas seulement l'équipe de démolition, les villageois attirés par l'odeur du scandale et la solennité de ce jour de fête de la moisson observent la scène avec un mélange de crainte et de fascination. Lord Silas Vance, assis sur son cheval comme un roi sur son trône, lève la main pour ordonner le second assaut. Il savoure cet instant. Pour lui, chaque pierre qui tombe est un mot de plus effacé de l'histoire qu'il veut réécrire. Mais alors que les ouvriers s'apprêtent à frapper à nouveau, la porte de la ferme s'ouvre brusquement. Elara Vance apparaît sur le seuil. Elle ne ressemble plus à la veuve brisée que Silas a chassée quelques semaines plus tôt.
Elle a retiré son voile de deuil, révélant un visage marqué par la fatigue, mais illuminé par une résolution féroce. Ses yeux, autrefois éteints par le chagrin, brûlent d'une clarté insoutenable. Elle lève la main, et d'un geste d'une dignité royale, elle impose le silence à la petite armée de Silas. « Arrêtez !» Sa voix n'est pas un cri, mais elle porte avec une autorité qui fige les ouvriers sur place. Cette terre n'est pas celle que vous croyez, et l'homme qui vous donne ses ordres n'a aucun droit sur ces pierres, ni sur vos consciences. Silas éclate d'un rire méprisant, mais son regard trahit une pointe d'inquiétude. Écartez cette folle. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Ouvriers, faites votre office. Abattez cette carcasse. Les hommes hésitent, regardant alternativement le lord et la femme qui se tient debout au milieu des ruines. C'est à cet instant précis qu'un roulement de carrosse se fait entendre au loin. Ce n'est pas une calèche ordinaire. Le véhicule est noir, lourd, frappé des armoiries de la couronne. Il fend la foule des villageois qui s'écartent avec respect et confusion. Silas pâlit. Il n'attendait personne, et certainement pas une autorité venant de si loin. La portière s'ouvre, et Gabriel Thorn en descend. Il est couvert de la poussière du voyage. Ses traits sont tirés par l'épuisement, mais son regard rencontre celui d'Elara avec une promesse tenue. Derrière lui, un homme d'un certain âge, vêtu avec la sobriété austère des hauts magistrats de Londres, s'avance. Le juge Harrison, un homme dont le nom seul fait trembler les corrompus du royaume, observe la scène avec une sévérité glaciale. « Lord Silas Vance, » commence le juge Harrison, sa voix résonnant avec le poids de la loi impériale, « je suis ici en vertu d'une injonction royale d'urgence. Des preuves de la plus haute gravité ont été portées à ma connaissance concernant la légitimité de vos titres de propriété, et d'autres affaires bien plus sombres. » Silas tente de reprendre contenance. « Monsieur le juge, c'est une intrusion inadmissible. Cette femme est instable. Elle a été manipulée par ce médecin maudit. Ils cherchent à me nuire par pure malveillance. La malveillance, Lord Silas, laisse souvent des traces que le temps ne suffit pas à effacer, » répond Gabriel en s'avançant. Il sort de sa poche le médaillon en argent qui brille sous la lumière crue de la lande. « Voici la voix de votre frère, Silas, celle que vous avez cru étouffer il y a 30 ans. » Un murmure parcourt la foule. Le nom du frère disparu est un tabou dans la vallée. Gabriel remet le médaillon au juge, qui l'ouvre et en extrait le parchemin jauni. Le silence qui suit est si profond qu'on pourrait entendre le battement d'ailes des corneilles qui tournoient au-dessus d'eux. Le juge lit lentement, ses sourcils se fronçant à mesure qu'il découvre l'ampleur de la trahison. « Cette confession, » déclare le juge en se tournant vers Silas, détaille non seulement la spoliation systématique des terres communales, mais elle affirme que vous avez provoqué l'accident qui a coûté la vie à votre propre frère pour hériter du domaine. Elle mentionne également l'existence d'un acte de succession antérieur, caché sous l'autel de la chapelle privée de Blackwood, prouvant que la dot d'Elara Vance et la propriété totale du domaine de la ferme n'ont jamais cessé de lui appartenir de droit. Le visage de Silas se décompose. La superbe de l'aristocrate s'effondre pour laisser place à la détresse d'un criminel acculé. Il tente de s'approcher de son cheval pour s'enfuir, mais les villageois, portés par une vague de colère contenue depuis des années, lui barrent la route. La peur a changé de camp. Les ouvriers déposent leurs masses, refusant d'être les complices d'un assassin. « Ce n'est pas fini, Silas, » dit Elara d'une voix calme. « Vous avez voulu me transformer en ombre, mais vous avez oublié que les ombres finissent toujours par révéler la forme de celui qui les projette. La vérité n'avait pas besoin de toi, elle n'avait besoin que d'une voix pour se faire entendre. » L'arrestation de Silas Vance se fait sans violence, mais avec une solennité qui marque la fin d'une ère. Escorté par les hommes du juge, il quitte les terres de Blackwood sous les huées de ceux qui l'a opprimé. La justice victorienne, si souvent lente et partiale, a cette fois frappé avec la force du destin. Mais pour Elara, la véritable victoire n'est pas dans la chute de son bourreau. Les semaines qui suivent voient une transformation radicale de la ferme des Corneilles. Grâce aux fonds retrouvés et à la restauration de ses droits, Elara ne fait pas raser les ruines pour y construire un palais. Elle choisit de reconstruire la ferme, pierre par pierre, pour en faire un lieu de refuge. Ce n'est plus un symbole d'abandon, mais un sanctuaire pour les femmes que la société a rejetées, les veuves sans ressources, les orphelines sans protection.
Elle transforme le lieu de son exil en une source d'espoir. Gabriel Thorne, quant à lui, n'est plus l'homme solitaire qui fuyait ses fantômes. Il a retrouvé dans cette bataille le sens de sa vocation. Il reste au village, non plus comme un paria, mais comme le médecin de cette nouvelle communauté. Ses mains ne se contentent plus de soigner les blessures physiques. Elles participent à la reconstruction d'un monde plus juste. L'image finale nous emmène quelques mois plus tard, lors d'un soir paisible. La ferme des Corneilles est méconnaissable. Les fenêtres brillent d'une lumière chaude, la fumée s'élève joyeusement des cheminées réparées, et le jardin sauvage a laissé place à des cultures fertiles. Elara et Gabriel marchent côte à côte sur le sentier de la lande. Le vent souffle toujours, mais il n'apporte plus d'odeur de pourriture, seulement le parfum de la terre qui renaît. Elara s'arrête un instant et regarde le médaillon qu'elle porte désormais fièrement, non plus comme un secret, mais comme un rappel. « Vous aviez raison, Gabriel, » dit-elle doucement. « Soigner une injustice est aussi vital que de soigner une blessure. Sans vous, je ne serais qu'une pierre de plus dans ces ruines. » Gabriel sourit, et pour la première fois, la mélancolie a quitté ses yeux. « Et sans vous, Elara, j'aurais oublié que même au milieu de la désolation, il reste toujours une étincelle de vérité qui attend d'être ravivée. Vous n'avez pas seulement sauvé votre héritage, vous avez sauvé l'âme de cette vallée. » Ils continuent leur marche, silhouette sereine sur l'horizon immense. La justice est faite, non par la force des armes, mais par la persévérance d'une femme que tout le monde croyait brisée. Le message est clair, le pouvoir peut acheter le silence et la loi, mais il ne peut jamais effacer la trace de la vérité enfouie dans la terre. L'abandon n'était pas la fin d'Elara, mais le début de sa véritable souveraineté. Elle est devenue l'architecte de sa propre vie et le rempart de ceux qui n'ont rien. C'est ici que s'achève notre récit. Une histoire qui nous rappelle que même lorsque les grilles se referment sur nous, même lorsque le monde semble nous tourner le dos, il reste toujours un chemin vers la lumière pour ceux qui ont le courage de chercher la vérité dans les ruines de leur passé. Si cette histoire de résilience et de triomphe de la justice vous a touché, je vous invite à laisser une note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis compte énormément pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits immersifs. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à faire revivre ces destins oubliés et ces vérités enfouies. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage dans le Yorkshire victorien. À très bientôt pour une nouvelle histoire, où envers et contre tout, la vérité finit toujours par éclater.